Interaction, bonjour. Interaction, si vous êtes là, vous connaissez peut-être, et même sans doute. Interaction, c'est un fonds d'investissement, PEA, qui est géré notamment par Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour Hubert. Et qui bénéficie des conseils avisés de Paul Joret, notre économiste. Bonjour. C'est un fonds dont vous pouvez voir une partie des débats qui animent en fait le comité de gestion. Et nous allons commencer tout de suite avec la rubrique Tendance. Alors, tendance. J'ai appelé cette émission Stabilité, est-ce que ça va durer? Alors, ça peut paraître curieux, Paul, parce qu'il est rare qu'on ne fasse pas 1% d'écart entre le plus haut et le plus bas de la séance, et en tout cas entre une séance d'une séance à l'autre. Mais on a l'impression qu'un peu tout se met dans une fourchette, dans un trading range, comme ils disent. En tout cas, les indices boursiers. Est-ce que ça va durer, ça? Pourquoi, déjà? Je dirais que stabilisation sur un niveau de moins 6,31, voilà. C'est déjà un point de départ, ce qui montre bien qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'on a d'abord eu une très grande peur de l'inflation, de la déflation, qu'ensuite on a eu une peur que le système financier explose. À cause des pétroliers américains. Voilà, à cause des pétroliers plus américains. Plus un peu de la souveraine européenne. Peut-être que oui, c'était un peu plus large. Banque italienne aussi. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne est sortie du bois pour expliquer qu'elle sauverait le système s'il en était besoin. Et globalement, on a eu une communication sur un rythme de hausse des taux aux États-Unis qui est très différent de celui qu'on a toujours eu dans toute la période des années 70 à aujourd'hui. De phase de croissance. Et peut-être qu'à l'issue de tout ça, on a une forme de stabilisation, effectivement, avec des tensions dans un sens, dans l'autre, mais globalement un peu moins de peur que ce qu'on avait il y a 3 mois. Stabilisation, sachant quand même cotiser au fameux sell in May and go away, parce que depuis le début du mois, le CAC 40 perd pratiquement 5%. Donc oui. On a quand même cotisé à une ambiance, mais là, depuis une quinzaine de jours, on bouge plus beaucoup. Moi, je dirais stabilisation, c'est l'indécision qui perdure, surtout, donc, sur ce marché. Et notamment, on revient sur les niveaux du mois d'avril, à 4320, et notamment, il y a eu... Comme vous dites, on est sur ce trading range. Il y a ce qu'on remarque, il y a une volatilité qui s'est légèrement affaiblie. Et donc, le marché attend une news pour sortir de ce triangle. Soit on retourne à 4600, comme on a connu mi-avril, soit on va chercher les 4100 sur mauvaise nouvelle. Alors, on va regarder les performances semaine, mais avant, j'ai juste pointé un tout petit peu les performances depuis le début de l'année. On est tout à fait dans le stock picking. C'est pas les grandes valeurs d'indices qui font les mouvements. Nexans, Ipsos, Nexity, Casino, CNP Assurance dans les hausses, Nokia, Eutelsat, Bolloré, Europcar, Euronext dans les baisses. On est valeur par valeur sur leur performance et sur leur perspective. Oui, et puis surtout, on voit toutes les belles valeurs dites de croissance ne délivrent plus, et notamment tout le secteur du luxe. Ça a été un grand thème qu'on a débattu. On va y revenir parce que c'est Richemont qui a un peu tiré la notion d'avant cette semaine, mais toutes ces valeurs, et on a joué LVMH au bon moment, l'ont fait. Alors, on va peut-être revenir sur les variations de la semaine. Donc, variation de la semaine, c'est un peu à contre-courant d'un peu du début de l'année. Ça va mieux sur les banques. En particulier sur les banques, effectivement, je pense qu'on y reviendra, mais c'est effectivement celle qui tire leur épingle du jeu. BNP, Société Générale, Crédit Agricole sont dans le top 5. Mais depuis le début de l'année, c'est elles qui ont pesé et très significativement. Donc voilà. Et autrement, on reviendra sur technique, qui est l'objet d'une APA. Donc ça c'est une nouvelle très, très centrée. Et puis on a un peu des ajustements. Lafarge, qui avait bien remonté la semaine dernière, qui avait bien baissé la semaine dernière, remonte cette semaine, par exemple. On a des ajustements. Et puis on retrouve quand même les deux grandes valeurs d'indice qui, comme elles baissent, évidemment, comme elles baissent, elles sont en bas, c'est ce qu'il y a en bas de notre graphique. Oui, c'est à chaque fois des réajustements. C'est plus du réajustement qu'autre chose. Alors, les facteurs de la stabilisation, c'était la Réserve fédérale et la BCE qui en fait, se sont plus accordés qu'on l'imaginait, et puis ce rebond du pétrole qui, encore cette semaine, malgré des stocks américains totalement ininterprétables, bien entendu, comme d'habitude, ça se confirme plutôt pas loin des 50 que pas loin des 45 $ le baril.
Mais finalement, c'est un peu toujours ce qu'on a dit depuis le début de l'année, c'est que passer en dessous de 40 ne nous paraissait pas raisonnable et durable. On est revenu au-dessus. On avait un objectif sur la fin de l'année qui est plutôt à 50-55 $, et c'est ce qui est en train de se mettre en place finalement. Donc peut-être que ça va un peu vite aujourd'hui dans la rapidité du rebond, mais il y a des facteurs... Voilà, il y a des facteurs... Alors on trouve toujours une raison. Dans ce genre de mouvement, on dit qu'un pays producteur ne produit plus ou n'exporte plus ponctuellement, etc. Oui. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est que finalement, on a eu un changement de situation concernant la devise. Voilà. Alors là, justement, vous apportez un graphe euro... voilà. Euro-dollar, donc... Finalement, depuis la chute de Lehman, on a quand même un grand mouvement qui est celui de la faiblesse de l'euro par rapport au dollar et le renforcement du dollar. Et c'était même d'ailleurs un des éléments qui correspondait pour nous à un changement de logique sur le pétrole, puisqu'on disait qu'à long terme, le pétrole baisserait, étant donné que l'Amérique se trouvait en situation exportatrice. Et puis on a un effet de toute façon de balancier dollar-pétrole qui joue toujours. Mais je crois que la donnée la plus importante, c'est que finalement, on est passé d'un pays importateur de pétrole qui était les États-Unis à un pays exportateur de pétrole, ce qui l'amène à changer un certain nombre de ses réflexes et ce qui le conduit à accepter le fait de ne plus être la seule monnaie du monde, finalement. Donc le graphe suivant s'appelle une inflexion qui se confirme. Oui. Vous y croyez. On est un peu déçus puisque à la fin de l'année dernière, on pensait tous que le dollar allait franchir une étape de hausse, aidé par les hausses des taux de la Réserve fédérale, aidé par une économie qui allait sensiblement mieux aux États-Unis qu'en Europe. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est moins pire, si j'ose dire, que ce que c'était il y a 3 semaines, mais on perd 3% depuis le début de l'année euro-dollar. Tout à fait. En fait, on a eu une phase d'appréciation de l'euro contre le dollar, et il semblerait que depuis un mois, finalement, ce soit calmé et peut-être qu'on reprend le cycle normal. Et alors, est-ce qu'on est dans une stabilisation ou est-ce qu'on est dans une poursuite du mouvement? Je pense que pour l'instant, on peut dire stabilisation, effectivement, et on peut peut-être escompter une faiblesse de l'euro dans la deuxième partie de l'année, parce que finalement, la séquence de la Banque Centrale Européenne, depuis quelques années, c'est au premier semestre, je m'occupe de rassurer sur la stabilité du système bancaire, et dans la deuxième partie de l'année, je m'occupe de faire en sorte que le dollar monte un petit peu par rapport à l'euro, en tout cas que l'euro ne monte pas, et que donc les parts de marché de l'Europe... Et puis d'importer de l'inflation. Bien entendu, et d'apporter ce qui reste un de ses objectifs. Et alors, question à 3 sous, mais peut-être plus que 3 sous, la Réserve fédérale donc, se réunit le 14 et le 15 juin, elle se réunira ensuite régulièrement jusqu'à la fin de l'année. Une hausse des taux directeurs, évidemment, ça augmenterait cette tendance. Alors, je pense qu'elle est déjà dans les cours, finalement, elle est en train de se mettre en place, et c'est peut-être ce que traduit cette inflexion qu'on a posée. La Fed va normalement remonter ses taux, sauf à ce que le Brexit génère des turbulences extrêmes et qu'elle soit obligée de le repousser dans le temps, mais sauf accident majeur sur les marchés actions, on aura quelque chose qui sera... différent. Alors, il y a aussi un point qui est important, c'est que la dynamique du pétrole n'est plus du tout la même. Et par rapport à il y a un an, on va se retrouver avec des prix du pétrole qui seront plus élevés. On va avoir un peu d'inflation. Donc, exactement. Alors qu'on se rattrapait en disant hors pétrole, l'inflation est comme ceci, maintenant on va prendre l'inflation réelle et globale. Voilà, et en plus de ça, on va se retrouver dans une situation où la Banque centrale américaine est exactement dans l'épure qu'elle s'est fixée. Ce qui est finalement très rare. Bon, alors juste on a déjà parlé, le graphe suivant, sur la corrélation dollar-pétrole, très rapidement, puisque vous l'avez en fait commenté avant qu'on le voit. Oui, quelque part, je pense que cette corrélation va se modifier, et elle va se modifier d'autant plus que finalement, on va avoir un peu plus d'inflation. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que moi j'insiste sur ce point-là depuis plusieurs interventions, c'est que l'Arabie Saoudite a changé de modèle. Et la rumeur qu'on a eue sur le fait qu'elle était en cessation de paiement est très intéressante de ce point de vue-là. C'est de la politique intérieure, ça. Tout à fait. Ça c'est pour réduire la rente. Bien, tout à fait. Nous allons passer ensuite au tableau de bord.
Alors, tableau de bord, nous allons regarder le tableau des indicateurs, les 12 feux dont Paul est le sergent de ville qui les change, mais qui ne les change pas. Il ne change pas cette semaine, ce qui correspond peut-être à cette idée de stabilisation. Oui. Cette impression de stabilisation. Cette impression de stabilisation avec toujours la problématique du financement, du stress de liquidité et du stress de financement qui sont toujours un peu là et qui empêchent d'être très positifs. Alors j'ai voulu justement pointer un indicateur qui est celui de l'aversion au risque. Alors l'aversion au risque qui est dans le vert. Dans le vert. Alors être dans le vert pour l'indicateur d'aversion au risque, ça veut dire qu'en fait le marché, et on va le voir dans le graphe qui suit. Le marché trie. Le marché trie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant les dossiers, on regarde plus les dossiers que les indices. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, oui. En théorie. Oui, surtout, en fait, on est dans une situation où il y a déjà beaucoup d'aversion au risque dans le marché. Donc, en fait, les mauvaises nouvelles portent moins que les bonnes nouvelles dans ce cas-là. En d'autres termes, il y a énormément de cash. Là, il y a une enquête de Morgan Stanley ou de Goldman Sachs, je ne sais plus, qui montre une situation de trésorerie absolument colossale dans les fonds mondiaux. Oui. Donc c'est bien la même chose, c'est bien la traduction de ça. Enfin, pas uniquement, c'est aussi surtout l'idée que aujourd'hui, finalement, quand on a déjà beaucoup vendu, oui. Et donc en fait, s'il y a une bonne nouvelle, le marché réagit très fort. Et d'ailleurs, c'est pas surprenant de voir que ce matin, il a réagi assez fort après une série de petites baisses. De petites baisses, oui. Oui, voilà. En fait, cette annonce cette semaine que, en étudiant les débats de la Réserve fédérale, que peut-être on allait avoir une hausse dès juillet ou dès juin, ça fait une baisse un jour et puis ça a été absorbé. Donc on absorbe les bonnes nouvelles. On absorbe les mauvaises nouvelles, tout à fait, et on commence à voir le côté positif des mauvaises nouvelles. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bien, les modes de risque, nous restons en mode 3 puisqu'il y a quand même quelques feux rouges comme vous l'avez indiqué. Tout à fait. Et nous allons passer à la rubrique performance. Alors les graphes que nous allons voir, elles sont arrêtées hier soir, donc évidemment nous sommes en légère baisse, aujourd'hui on serait en légère hausse. Donc à vous Agnès. Donc du coup sur la semaine on a fait mieux que le... On continue à rattraper notre retard. Exactement, on continue cette semaine, donc on a perdu 0,32 contre moins 0,76 par rapport à notre indice de référence, donc du coup on a réduit notre écart, comme vous le dites, depuis le début de l'année. On ne perd plus que 7,62 contre 6,31. C'est pas spécialement joyeux, mais c'est déjà mieux. Et ça correspond à ce qu'on disait, puisqu'on a un portefeuille avec des choix. Oui. Et le marché résonne plus sur les choix de valeur par valeur plutôt que sur les indices aujourd'hui. Exactement. Donc, et notamment, on a très peu, et puis surtout, on a juste on a rentré un Lyxor banque dans notre fonds il y a quelques semaines de cela. Donc, par rapport au CAC, on est sous-investi, notamment sur le secteur bancaire. On va le voir, c'est la slide suivante. Les contributions qui nous donnent des contributions, mais qui nous donnent également la répartition. Donc. Exactement. Donc, du coup, on voit notamment, donc on fait mieux que sur les défensives, bien sûr, puisque nous avons Sanofi on en a moins que le marché, donc on en fait mieux que le CAC. De bénéfices, et puis on a perdu notamment sur les financières, puisqu'on en a moins que le marché, puisque le marché on en a 17%, nous on en a que 10%. Oui, mais c'est quelque chose qui, depuis le début de l'année, avec des 17 ou 20% de baisse... Exactement. Et puis nous, nos financières, c'est surtout nos sociétés immobilières qui sont représentées avec l'assurance. Donc voilà, et donc il ne s'est rien passé sur les TMT cette semaine par rapport à la semaine dernière, et je dirais, et nous gagnons surtout sur la consommation cyclique, puisque pour l'instant, c'est un secteur qui est bien en retard. Et on gagne aussi sur les cycliques. Donc, voilà. Ça nous donne, en étant un peu sous-investi dans le portefeuille, en raison notamment des dividendes qui sont tombés, ça nous donne quand même un potentiel, ce que vous appelez un potentiel de 13%, donc basé
qui se compare avec 17% pour le CAC, mais le CAC a un potentiel élevé, notamment à cause de sa défiance totale. Oui, parce qu'il y a eu des révisions, parce que sur Total, il y a des révisions qui ont été remontées sur ce secteur-là, et puis notamment, on n'a pas du tout d'automobile, mis à part un équipementier Michelin, et sur les analystes, on a toujours des upsides assez élevés. Ah, ça va très vite, oui. Voilà, sur Renault, sur Valeo. Ce sont des affaires de point mort, si ça marche, ça monte. Exactement, et puis on achètent ça, si j'ose voilà, dire. depuis le mois dernier, il y a eu des révisions à la hausse, notamment sur les financières, sur les bancaires françaises. Oui. Alors justement, les bancaires, c'est le graphe que vous nous avez amené. Voilà, donc, un rebond à anticiper, point d'interrogation. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Donc, là, vous avez pris du recul, 2012. Oui. 2012, on n'a pas voulu être trop méchant parce que depuis 2009, les bancaires sont en retard de 60% par rapport à notre indice de référence. Donc ça, c'est l'étude qu'a faite Emmanuel Kuch, le nouveau dans notre équipe. Donc, on l'attend. Pardon ? On l'attend ici, dans cette émission. Exactement. Donc, et c'est toute la question qu'on se pose, notamment avec la future remontée des taux, notamment de la part des États-Unis, et surtout peut-être une stabilisation aussi du côté de la BCE. Donc, on a un décrochage mi-2015, en réalité, entre les deux indices, entre l'indice CAC et l'indice bancaire. On a ce décrochage-là, notamment depuis la prise de conscience sur des créances douteuses, notamment du côté de l'Italie. Oui. Donc, et le retour aussi de la Grèce, notamment, voilà. Et notamment l'impact surtout très important des risques de défaut des banques américaines. Alors voilà, c'est surtout ça. Et les bancaires françaises s'en tirent bien, mais elles ont sorti des trimestriels, on en a déjà parlé ici, qui sont tirés par la reprise de provisions. C'est-à-dire qu'ils gèrent mieux probablement le risque de défaut que les copains, mais le métier a quand même changé. C'est pas la peine de rêver. Voilà. Donc c'est vrai que l'environnement des taux bas ou négatifs a un impact vraiment défavorable sur les marges des banques. On a longuement débattu sur ce sujet-là. Et c'est vrai que par ailleurs, les taux bas ne peuvent booster... c'est-à-dire ces taux bas vont surtout booster la demande des crédits des entreprises. Ce qu'on voit actuellement, mais ça ne marche pas encore, ce qu'on voit actuellement aussi, c'est que il y a une relance du crédit au sein des banques, mais c'est des renégociations de crédit. Pour l'instant, on n'a pas encore l'effet des primo-ascendants. Les très grandes entreprises, celles que vous étudiez, elles ont beaucoup de cash. Oui. Elles n'ont pas de problème de financement, mais ni même de trésorerie. Donc c'est tout le tissu en dessous. Et le tissu en dessous, aujourd'hui, il n'y a pas cette croissance. Si on fait 1,5% de croissance moyenne dans la zone euro, il n'y a pas un surinvestissement. Alors la question qu'on pourrait, avec cette réflexion-là, qu'on pourrait s'amener à acheter des banques qui sont complètement endettées, et on pense notamment aux banques espagnoles comme Banco Santander, on pourrait se poser la question avec des taux bas qui est en train de renégocier ses dettes. Donc pourrait, voilà. C'est-à-dire on achète une banque en raison de ses dettes. Alors juste les variations sur la semaine, les contributions sur la semaine, c'est la slide suivante. Voilà. Donc on est bien dans ce qu'on disait. Chargeurs et Technip qui viennent en tête, donc c'est vraiment du stock picking pour Technip, une OPA annoncée. Donc, voilà, et c'est ces dossiers qu'on aime beaucoup, notamment Chargeurs, c'est une société qui a su se transformer, et donc c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire aussi pour le fond d'ailleurs. Voilà, et Nexity, on l'a rentré il n'y a pas si longtemps, Technip, on l'a rentré il n'y a pas si longtemps, parce qu'en rentrant en Technip, c'était de jouer la concentration du secteur. On apprenait le plus beau, de toute façon. On l'avait dit à ce moment-là, il y en a qu'une de belle, et il y en a qu'une de belle en France. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans les performances ? On voit Nexity, notamment, surtout, Nexity, c'est le rebond du marché de la promotion résidentielle. Et puis, surtout, je pense qu'il y a une amélioration des marges sur l'activité de service. Et puis, elle a un profil risque assez limité. Et il y a Bolloré qui s'est ressaisi cette semaine, qui a été quand même lourdement attaqué la semaine dernière sur la publication notamment de son chiffre d'affaires. Comme souvent, on ne voit pas complètement la stratégie quand un co nous annonce que finalement Havas et Vivendi pourraient aller jusqu'à la fusion.
c'est le principe de Vincent Bolloré, c'est que la stratégie financière, la stratégie économique, on la comprend, par exemple sur Canal, mais la stratégie financière, elle laisse toujours des petites surprises. C'est vrai, et je pense que surtout les analystes n'ont pas vu l'impact, notamment aussi important par la baisse des prix des matières premières et du pétrole, notamment dans la situation des pays africains. Bon, on va pouvoir reparler de tout ça dans notre rubrique gestion. Alors gestion, on commence par les arbitrages, donc pas d'arbitrage cette semaine, non, donc on reste sur les arbitrages qu'on a commenté la semaine dernière, avec renforcement notamment d'Atos, de Siemens, et puis l'allègement dans la Gardère, où pour le coup, en matière de stratégie, on est un peu largué. Même s'il y a de la décote, hein, on ne peut pas se contenter que de la décote. On a surtout profité de son fort rebond. Donc on est sorti complètement de la Gardère, et puis dans les médias, on a gardé Vivendi. Alors le portefeuille, avec le portefeuille complet que nous allons regarder, donc on a vu que Chargeur et Technip étaient en haut et que LVMH, Total et Deleuze étaient en bas. Alors Deleuze, on peut l'éliminer puisque c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup gagné. Donc je pense que Deleuze elle a fait une semaine de consolidation. Oui, c'est pas grave. Elle a fortement monté, et puis c'est vrai qu'elle a bien valorisé. En revanche, question sur LVMH, sur le luxe. Donc Richemont a publié, et Richemont et Burberry ont publié des résultats ou des stratégies qui montrent que ça tape. On se demande si les Chinois ou les Japonais viennent beaucoup en Europe. C'est vrai que s'ils regardent la télévision, ils ont l'impression que c'est une émeute généralisée. Voilà, mais alors Burberry a été sanctionné après l'annonce d'une baisse de 10% de son bénéfice annuel. Richemont, donc pessimisme à court terme. L'Asie reste morose. En définitive, arrive ce qu'on disait depuis un an, depuis l'été dernier, qu'on était anti-valeur de luxe sur le ralentissement, notamment avec le fort ralentissement de l'Asie. Donc, vous voyez, on a la plus belle. Voilà. On a celle qui est la mieux gérée, qui est la plus belle, qui fait une grosse opération de charme auprès de la clientèle ce week-end d'ailleurs. Oui, et puis elle est surtout C'était le LVMH. Oui. Et puis, il y a une étude qui a été publiée notamment, c'est selon Global Blue. C'est une société qui gère le remboursement de la TVA pour les achats des étrangers. On s'est rendu compte que les dépenses des touristes pour les produits de luxe ont baissé quand même de 12% globalement et de 15% en Europe en avril. Je pense que les attentats ont aidé quand même sur ce ralentissement. Et pour la part des Chinois, elle est en baisse de 18%. Oui, mais au mois de mars, elle était à moins 23%. Donc en dérivé seconde, ce qui est le plus important, comme nous l'avons toujours dit. Juste un mot de Score. Score, c'est un peu décevant. Score, elle a été lourdement attaquée par une dégradation d'analystes cette semaine. Je trouve que c'est injustifié quelque part, parce qu'ils disent que la dynamique Score a été vraiment protégée ces dernières années en raison de sa faible exposition au marché américain sur des dommages et du solide rendement de ses investissements. Et ils ont une crainte que la croissance décélère chez Score. Et je pense que, moi je dirais plutôt que 2015, Score a surtout tiré parti de son enrichissement, notamment du dollar. Donc, après avoir renforcé surtout ses activités outre-Atlantique. Donc, du coup, moi, je reste confiante sur Score et puis remonter des taux. Ça serait une bonne nouvelle, curieusement pour eux. Comme vous le disiez tout à l'heure, on subit beaucoup de stock picking et il ne faut pas rentrer, il faut vraiment faire attention. Alors, ici, le point de vue qu'on évoquait au début d'une inflexion sur le dollar, les choses devraient changer justement pour Score. Par exemple pour Score. Alors, d'une manière générale, maintenant on sait à peu près tout ce qui s'est passé au mois d'avril. Vous trouvez que c'est plutôt bien, plutôt moins bien Alors, donc on a eu notamment sur la publication, je dirais, sur les résultats des sociétés. On a eu quand même 55% de résultats au-dessus des prévisions des analystes. Mais il ne faut pas oublier que quand même depuis un an... On les a révisés en baisse à peu près à chaque fois. Donc, si vous voulez, si on compare, on a une baisse des résultats des sociétés.
Les analystes, pour l'instant, comme le disait Paul, ne voient pas, ils sont toujours pessimistes sur l'année 2016. Il y a du pessimisme dans les... Toujours. Donc, et du coup, c'est ce qui pénalise notre marché actuellement. Hein. Donc la poussée du CAC 40, on le voit très bien. Et il commence à redevenir un peu plus optimiste. Il y a un brin d'optimisme à partir de 2016. Donc moi, ce que je pense qu'actuellement, c'est vrai que le marché est vraiment drivé, notamment drivé par les matières premières, par le brin... on se raccroche à quelque chose. On a l'impression... il ne se passe pas grand-chose, donc on se raccroche au dollar, au Brent et aux banques centrales, bien entendu. Voilà, donc du coup, et puis surtout, la chose positive, on voit une accélération de notre croissance quand même. Quand même. Au deuxième trimestre. Ça va mieux. Bon. Oui, alors, est-ce que le patron de l'AMF, Gérard Amex, a donné une interview, je crois, aux Échos en début de semaine, en disant l'année dernière, la bourse allait bien et l'économie moyen. Cette année, alors évidemment, c'est des anticipations, les marchés financiers vont moins bien, mais je suis plutôt optimiste pour le second semestre. Vous achetez le second semestre meilleur que le premier, ou peut-être Paul ? Oui. Vous achetez ça, c'est rassurant parce que si on a perdu 6% au premier semestre. Achète, et d'ailleurs on l'a évoqué la semaine dernière finalement. Le Brexit, c'est beaucoup de volatilité. J'aurais tendance à dire c'est Brexin ou Brexoff finalement, c'est Brex out. Là, il y a 1 et 0. Voilà, alors que l'Espagne, c'est plus compliqué. Il peut y avoir des élections. Et en revanche, on a une perspective. C'est celle de la Russie. C'est-à-dire que si on lève l'embargo au mois de juin, on se retrouve avec un deuxième semestre où là, il y a un appel d'air qui est assez fantastique et on n'est pas à l'abri de surprises en Russie. Est-ce que Poutine ira jusqu'au bout de son mandat en 2017 ? Est-ce qu'il se représenterait s'il faisait des élections ? Ce n'est pas certain, puisqu'il a une telle victoire sur le plan de l'image stratégique que peut-être qu'il peut en profiter pour donc on est plutôt sur ce semestre. Alors, rapidement, l'actualité technique, donc on en a dit un mot. Donc, cette OPA ou fusion avec FMC Techno, bravo d'abord. Oui, on en avait. Quand on a une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter. Exactement. Donc, du coup. Alors, il y a toujours une méfiance. Hein. Les grandes fusions, 3 ans après, en général, on se dit c'est pas terrible. Nokia, Alstom, Alcatel, aujourd'hui, on se dit finalement, on l'a salué, puis finalement, voilà. Oui, mais bon, on ne peut pas oublier que Technip, depuis un certain temps, cherchait à se rapprocher. Oui. Donc, et je pense que ce rapprochement est assez judicieux. Notamment, il va y avoir quand même des économies de coûts et surtout les coûts de production, ils vont réduire significativement leurs coûts de production et notamment la transformation des hydrocarbures actuellement. Donc c'est un rapprochement qui est judicieux, intelligent donc, sur ce secteur-là. Alors toujours les OPA. Bayer annonce un truc absolument gigantesque, éventuellement prendre le contrôle de Monsanto, 80 milliards d'un côté, 40 milliards de l'autre, c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup trop cher. Oui. C'est beaucoup trop cher. Alors, justement, je m'étais amusé à regarder les ratios de comparer, ça n'est pas comparable, à la taille Monsanto et Villemorin, qui est notre star, mais qui n'est pas OPA, puisque il appartient à une fondation. Il y en a un qui se vend 1,2 fois la valeur. C'est 1,2 fois le chiffre d'affaires, l'autre c'est 3,80 fois le chiffre d'affaires, même si les marges sont plus élevées, c'est énorme. C'est énorme et surtout, je pense que le marché est en train de pricer aussi un manque de visibilité sur l'opération. C'est surtout ça. Alors, il y a plein d'opérations. Ça, c'est quand même le symbole que ça se stabilise quand même, que les taux sont bas. Hein. Et que l'argent est facile. Oui, que l'argent est facile. Donc, bataille sur Foncière de Paris. Je ne vais pas tous vous les passer. Bataille pour Guillemot et peut-être pour Ubisoft. Pfizer, qui finalement se rabat sur une petite opération, c'est $1 milliard de dollars. Des rumeurs sur Fiat Chrysler. Dans les Chinois démenti, mais il y a dû se passer quand même quelque chose. Maison du Monde et Philips qui font des IPO qui ne sont pas grotesques. Hein. C'est des 350 millions, 500 millions. Hein. C'est Philips qui met ses ampoules. Oui, mais je pense qu'on est passé il y a quelques temps à des rachats de titres de la part des sociétés. Enfin, les entreprises sont en train d'investir, de se rapprocher et de faire des opérations. Il se passe quelque chose. Donc. Voilà. Alors, Michelin, ça n'a rien à voir. C'est Michelin, grosso modo, l'Europe c'est bien et l'Amérique c'est dur ?
L'Amérique, c'est dur, notamment, mais il ne faut pas oublier que l'Amérique, donc notre driver actuellement, c'est les biens de consommation. Donc, c'est la consommation des ménages et les Américains ne consomment pas. Il y a un ralentissement de la consommation. Donc, voilà. Donc, du coup, nous, Michelin a publié des indications pour le marché du pneu en avril. Les tendances restent très bonnes, comme vous dites, en Europe et en Chine, et donc mitigées en Amérique du Nord. On les garde. Oui, bien sûr. Alors, une bonne affaire, une belle affaire qu'on a réalisée. On ne fait pas que des bonnes, mais on en fait quand même de temps en temps. Wirecard, qui a publié les définitifs de son premier trimestre. Qui sont conformes, et surtout qu'on avait renforcé ce titre il y a 15 jours, aux alentours de 38 €, me semble-t-il. Ça vaut plus de 41. Donc, notre renforcement a été assez judicieux sur le titre. Autrement... Pas mal de publications dans ce qui peut être de la consommation. C'est mitigé. Puma, c'est plutôt bien. Comme on l'a dit, Richemont, c'est plutôt mal. C'est pas du luxe, Puma, vous allez me dire. Mais c'est Adidas qui marche. Voilà, Puma, c'est Kering. Oui, c'est Kering. Donc, ils ont beaucoup de mal avec Puma. C'est un peu... Accor un peu mieux, mais c'est quand même difficile. Un peu mieux dans le tourisme, et le tourisme international, c'est difficile. À bord de Paris aussi, d'ailleurs. Oui, mais actuellement, les secteurs sur la semaine qui sont bien démarqués, ça a été Basic Resources, toujours. Oui. Ça a été le tourisme et les valeurs immobilières. Et c'est vraiment... Et l'immobilier, ça va durer parce qu'on est quand même dans un univers de taux qui va rester bas, surtout en Europe, Paul. Oui. Des taux vont rester bas, effectivement. Et donc, quand vous avez un immobilier, même si il ne progresse pas beaucoup en capital, vous touchez votre dividende quand même. Oui, alors, ce qui est intéressant sur l'immobilier, c'est que le Brexit a généré... Enfin, la peur du Brexit a généré en Angleterre une baisse très significative des prix. Et on sait que dans le marché de luxe, il y a des Anglais qui ont appelé pour savoir ce que ça coûterait d'avoir une belle chose en France. Parce qu'effectivement, on sait que les gens de la finance préféreraient peut-être habiter Paris que Francfort, même s'ils sont peut-être obligés d'habiter Francfort. Donc on en a parlé. Oui, alors Eiffage... il y a eu une vente de 1% de BPI France qui l'avait soutenu. Ça a été absorbé, mais d'une manière générale, Eiffage Vinci, c'est moins les stars que ça a été au début de l'année. Pourquoi ? Ou est-ce que tout simplement ça va repartir pour vous ? Je pense que ça va repartir, mais c'est surtout, on va chercher quelque chose sur les autres sociétés. Je dirais Eiffage et Vinci, c'est une longue histoire tranquille quelque part. Voilà. Alors un mot de SAP, puisqu'on en a. Hein. Oui. SAP, donc c'est les logiciels de gestion. Mm-hmm. Les patrons ont un peu surpris en disant à court terme ça va être dur, même si ça reste magnifique, nouveau logiciel, nouveau ceci, nouveau cela. Mais SAP s'occupe essentiellement sur le cloud, donc du coup le premier trimestre va être difficile, mais le deuxième trimestre va être difficile, mais je pense que sur du long terme c'est tout ce qui est le changement. Nous on a du SAP, on a du Altran, on a du Atos, donc on est bien fourbu. Voilà, elles font pas toutes les mêmes choses. La numérisation, on a souvent parlé, la numérisation de l'économie, c'est un des... On a vendu Capgemini pour renforcer ces trois sociétés-là, et surtout pour sortir ça nous permet de sortir de l'indice CAC. Voilà. Alors, vous avez envie de faire quelque chose cette semaine ? Non, je vous ai juste, parce qu'on en parlait, on se pose beaucoup de questions, notamment sur Zodiac. Oui, voilà. Est-ce que Zodiac, est-ce que c'est le pari qui ne peut pas perdre ? C'est-à-dire que s'il se restructure, ça vaut plus cher, et s'il se restructure pas, est-ce que ça sera vendu ? Voilà. Alors, la seule chose, moi, c'est un call. On peut avoir un upside de 25%. Oui. Ça, dans les deux cas. Mais il y a un troisième cas, c'est que personne n'en veut parce que c'est pas bon. Alors, la seule chose qui me chagrine, je dirais, c'est que Zodiac, donc son PDG avait annoncé qu'il était prêt à se rapprocher d'une société. Et depuis, il y a un mois et demi. Il y a trois familles à convaincre. C'est très, très, très compliqué. Hein. Et puis, ils n'en veulent pas le prix que ça cote en bourse. Hein. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a eu aucune offre de rachat. Donc voilà, on sait que Safran est le potentiel. Voilà. Donc, si c'est un Français, c'est Safran. Et si ce n'est pas un Français, c'est dramatique de voir partir un leader mondial. Et on a vu récemment, ça fait la deuxième, donc de la part de Safran,
qui vient de déclencher, il est en train de se recentrer. Et on a vu, notamment, il va se recentrer surtout sur la défense et il se dégage de toute son activité sécurité. Donc ça fait la deuxième société. Le pôle morpho. Voilà. Deuxième société qui sortent, qui vendent. Donc voilà. Et pour l'instant, donc son intérêt, c'est des liquidités pour chercher de nouvelles acquisitions. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu. Donc, je me pose beaucoup de questions. Donc, l'opération serait sûrement susceptible d'intervenir, mais pour l'instant, rien ne se passe. Donc, on le regarde quand même parce que ça a bien monté. Ça a repris 17% sur cette monté. En un mois, ça a pris quelque chose comme 17%. Ça montait toutes les semaines. Cette semaine, ça a arrêté de monter, ce qui est déjà peut-être quelque chose qui peut nous conduire à le regarder. Dernier mot. Donc Technip, c'est magnifique. Est-ce qu'il faut garder? Est-ce qu'il faut observer? Ça devient un grand groupe, peut-être qu'il faudra dire le sortir si c'est absorbé par quelque chose de pas européen. On va bien voir. Et donc, il y en a une qui est un peu la plus belle du reste, c'est Saipem. C'est celle qui avait lancé l'écroulement de tout le secteur il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi. Oui. Ah oui. Mais pour l'instant, je l'ai pas étudié. On peut la mettre dans les radars. On peut la mettre dans les radars. Oui, c'est une idée, hein, c'est bien entendu. C'est une idée. Je sais qu'avec Thomas, on la regarde depuis un certain temps. Pour l'instant, heureusement qu'on ne l'a pas rentrée. Donc, voilà, on a préféré rentrer du Total, où on a un gros poids sur Total dans le fond. Donc, puisqu'on en a plus de pratiquement 6% à 5,80. Ce qui est on a à peu près la moitié de la pondération. Exactement. Donc, bon. Donc, on peut regarder ça. Et puis, je crois qu'on n'en est pas la semaine dernière, de regarder Ipsen, qui fait quand même généralement mieux que Sanofi, et où on voit mieux la stratégie. Alors, Sanofi, vous avez vu, on l'a renforcé en dessous de 70 €. Comme je vous le disais, Sanofi, en ce moment, en dessous de 70 €, c'est un titre, je pense, qu'il faut venir chercher sur du long terme. Sanofi, pour l'instant, sur son médicament phare, sur le diabète, pour l'instant, on s'est rendu compte que le générique, son concurrent, ne délivre pas ce qu'il délivrait. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais les autres disent le contraire, donc c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de ce truc-là. Alors, mais je pense que changer une méthode d'un malade... Non, le malade, on ne va pas le changer voilà. de sitôt. Donc je pense qu'on a encore du temps à ce sujet-là. Mais c'est l'upside, c'est l'upside de Sanofi. Le fait qu'ils nous trouvent quelque chose dans le pipeline, comme ils disent, on ne voit pas grand-chose, c'est ça. Et contre les Anglais, contre les Suisses, c'est moyen. Oui, mais pour l'instant, je dis, Sanofi vient de perdre plus de 30%. Donc, est-ce qu'elle n'est pas bien valorisée à ce cours-là? On en reste là. Voilà. On en reparler dans les émissions suivantes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.